Salut à tous, on attaque sur la partie financement. C'est une grosse partie, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à connaître. C'est la plus grosse épine dans le pied d'un investisseur immobilier. Sans financement, pas de projet. Sans financement, pas d'argent. Et c'est vraiment le point le plus bloquant. Et en investissement, voilà, plus on avance, et plus on se prend des murs, et plus il faut trouver des solutions. Et voilà. Ouais. Et au bout d'un moment, voilà, vous vous retrouvez bloqué, vous savez pas trop comment faire. Là, vous creusez, enfin vous trouvez, vous avancez. Alors moi, je vais essayer de vous donner quand même le maximum d'outils, le maximum d'informations pour que vous soyez pas bloqué. Déjà, une chose, il faut pas hésiter à faire 1, 2, 3, 4, à faire toutes les banques de la place. Il y a certains investisseurs qui ont fait 20 banques, plus de 20 banques, qui ont eu des refus, et au bout de la 21e, ils ont eu leur prêt. Donc il faut persévérer, surtout n'hésitez pas, il faut consulter un maximum de partenaires. Vous pouvez vous aider de courtiers, moi je vous conseille pas, moi je vous conseille dès le début, le temps est compté. Vous signez, vous avez 3 mois pour trouver le prêt, il peut y avoir des congés entre. Les banquiers, souvent, ils vous font perdre du temps parce que ils disent ce client, si je lui fais l'offre trop près, hop, il va aller à la concurrence. Donc je vais attendre le dernier moment. Donc ça, méfiez-vous. Et dites-leur bien ça, que vous travaillez avec la banque qui sera la plus réactive. C'est votre priorité, c'est la réactivité. Donc il faut les motiver à se bouger le derrière. Voilà. Il faut venir avec quelque chose de carré. Vous avez déjà tous les documents de côté, donc ça je ne vais pas vous faire la liste, n'importe quel banquier vous la communiquera. Voilà, vous prenez une banque lambda, par exemple votre banque, parce que votre banque il faut savoir que c'est pas la plus à même à vous financer, il faut la consulter bien entendu, mais elle vous a déjà comme client, donc elle n'a pas d'intérêt à vous avantager pour vous prêter de l'argent et vous garder comme client, elle vous a déjà. Donc il faut savoir que le nombre de personnes qui quittent leur banque pour aller dans une autre sont très faibles. Alors aujourd'hui il y a des facilités. Aujourd'hui les nouvelles banques peuvent se charger de tout. Elles envoient des courriers à l'autre banque et elles disent voilà faites le transfert de mon compte courant, faites le transfert de mon livret A. Là cette autre banque, les banques s'occupent de tout. Mais bon les gens voilà, sont quand même attachés à leur banque et c'est très rare que les gens changent de banque. Voilà. Donc on rentre dans le vif du sujet. Je sais plus où j'en étais. J'espère que j'ai fini mon explication. Donc, il faut venir avec la banque. Donc, je dis voilà, tous les documents, il faut que ce soit de côté. Alors, si vous amenez tous les documents en papier, moi c'est ce que je fais. J'ai des pochettes avec les différents documents. Donc, il y a me concernant, ma partie bancaire, mes relevés de compte, etc. Mes prêts en cours, mes contrats de location, etc. Les attestations de valeur de mes biens actuels par rapport au coût du crédit restant. Donc ça c'est très intéressant, il faut montrer la valorisation de son patrimoine. Si vous avez un bien que vous avez acheté 100 000 euros, vous avez fait 50 000 euros de travaux, mais que sur le marché il en vaut 200 000, il faut faire passer une agence, faire estimer et transmettre l'attestation de valeur au banquier pour lui dire voilà j'ai un crédit de 150 000, ça fait qu'un an qu'il est amorti, donc voilà il reste 145 000 euros à rembourser, mais sur le marché il vaut 200 000. Donc concrètement j'ai 55 000 euros de patrimoine net. Voilà, alors les banquiers le considèrent pas tous de la même manière, mais concrètement c'est ça. Donc il vous faut un business plan. Sauf, comme je vous ai dit, je vous rappelle, je vous ramène aux premières vidéos sur les stratégies et les stratégies les plus optimisées. Si vous passez votre projet en résidence principale, vous vous enlevez une masse de travail phénoménale. Parce que le business plan, bah, vous en avez quasiment pas à faire. Voilà, c'est votre résidence principale, il n'y a pas de business plan. Hein. Le taux d'endettement, c'est 33%, donc le banquier, il vous finance. Ça s'arrête là en fait. Donc après, c'est les contreparties qui sont intéressantes à savoir. C'est pas un business plan, mais il faut, enfin je veux dire,
ce que vous souhaitez obtenir du banquier et puis les contreparties. Voilà, comme si c'est votre résidence principale, réellement, voilà, l'intérêt le plus intéressant c'est le transfert de prêt. Je vous en ai parlé précédemment. Sinon, voilà, si c'est pour du locatif mais vous le passez en résidence principale, il vous faudra quand même demander pas mal de contreparties au banquier. Donc je vais les lister ici. Il y a des choses importantes à prévoir. Donc sur le business plan, vous devez avoir une première partie qui vous présente. Donc, vous dites votre âge, machin, votre adresse, votre date de naissance, etc. Une description de vous, qui vous êtes concrètement, qu'est-ce que vous faites. Parler de votre état d'esprit d'investisseur, comment vous fonctionnez en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous recherchez, sur quoi vous êtes spécialisé, voilà, votre expérience. Ensuite, vous mettez votre patrimoine, vous mettez ce que vous avez en livret A, vous avez de côté, etc. Vous mettez, comme je vous disais, les emprunts en cours, le capital restant dû, et en adéquation, vous mettez la valorisation, vous mettez attestation d'agence de telle valeur réelle sur le marché. Ensuite, vous avez la partie de ma situation actuelle, donc avec le taux d'endettement. Donc vous avez tous vos biens en cours, tous les loyers, les crédits en face, loyer, crédit, tac tac tac, votre salaire, vous faites le total, tac, bien sûr les loyers pondérés à 70%, le banquier enlève toujours 30% de charge. Donc vous faites le calcul du taux d'endettement, vous faites les deux calculs par compensation des revenus et le calcul du taux d'endettement classique. Donc le calcul du taux d'endettement classique, bon, tout ça vous retrouvez sur internet, hein. Si vous tapez ces termes, vous aurez le détail, notamment sur Eureka, le site avec la petite chouette, il y a le détail de ces calculs. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, vous irez voir. Sinon, je vais pas avoir le temps de tout vous dire. Tac. Je reviens où j'en étais. Donc votre présentation, donc les taux d'endettement, donc c'est la partie avant projet, votre taux d'endettement, votre reste à vivre. Ensuite, vous faites un même tableau en ajoutant le nouveau projet avec les futurs loyers, le futur mensualité et voilà l'impact sur votre taux d'endettement, votre reste à vivre. Pour montrer au banquier que voilà, vous êtes toujours raisonnable, vous restez en dessous des, voilà, idéalement c'est en dessous des 40%. Après, si vous faites des opérations qui s'autofinancent et même avec du cash flow, logiquement, avec certaines banques qui font le calcul par compensation des revenus, il n'y en a pas beaucoup. Je vous le dis tout de suite, c'est souvent les banques, et encore dans certaines régions, c'est pas le même fonctionnement. Donc il faut se méfier avec ça. Moi sur Annecy j'en ai fait plein et j'ai trouvé que le Crédit Mutuel qui faisait ça. Donc voilà. Mais c'est ces banques là qui vous permettront d'avancer quand même plus vite dans les investissements et vous permettront de vous faire financer davantage de biens parce que leur calcul de taux d'endettement par compensation est beaucoup plus favorable. Donc il faut demander à tout se faire financer. Ça, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il faut apporter les frais de notaire, etc. Donc, en gros, tout. Donc, il y a le prix d'achat, les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux, le mobilier, s'il y a des créations de compteurs, création de copro, géomètre. Enfin voilà, selon le projet, il peut y avoir beaucoup de frais derrière. Et c'est important de monter déjà votre projet avec tous ces coûts et vous mettez dans votre business plan du coup tout ce financement, vous souhaitez tout ça et vous mettez éventuellement si vous mettez un apport et vous faites le calcul du rendement, vous mettez le rendement de votre projet, vous mettez le cash flow, voilà, vous mettez les chiffres pour montrer le bilan de votre opération, vous mettez des photos pour montrer où est-ce que ça se situe, etc. S'il y a des commerces, etc. Le public visé, vous pouvez mettre des liens, des captures d'écran sur le Bon Coin pour montrer les loyers que vous pouvez avoir. Et par rapport à ça, vous joignez deux choses très importantes. Une attestation de loyer possible. C'est l'agence immobilière, si vous achetez par une agence qui doit vous le faire,
Si vous demandez à d'autres agences sans contrepartie, ils ont du mal à travailler pour rien, travailler dans le vent, c'est compréhensible. Donc en fait, il va vous dire, voilà, vous pouvez louer après avoir fait votre projet. Imaginons que vous voulez faire une colocation, donc il faut réaménager, refaire diviser, refaire des chambres. Donc ils disent après projet, il y aura 4 chambres de temps qui peuvent se louer 400 €, toutes charges comprises. Et donc vous utilisez ça dans votre tableau. Bon, en réalité, c'est vous qui avez dit, bon, moi j'ai fait mon étude, je peux louer tant. Par contre, pour que le banquier me finance, il me faut que vous me fassiez une attestation de loyer possible. Et il faut que les loyers, vous me mettiez ça. Donc je vais vous dire tout de suite, l'agent, ni une ni deux, il va vous le faire. Hein. Et après, parce que s'il traîne, vous dites, bah écoutez, l'agent il a mis 2 semaines à m'envoyer les attestations, donc forcément ça va retarder le financement. C'est normal que j'ai pas encore mon prêt. Et bim. Ensuite, la deuxième chose, la valorisation du patrimoine. Une attestation également auprès de l'agent de la valeur du bien après rénovation. Ça c'est très important. Vous achetez 100 000, vous faites 50 000 € de travaux. Il faut vous demander en plus le financement des frais de notaire de 15 000 € on va dire. Donc vous arrivez à 165 000 €. Il faut au moins que vous ayez une attestation de valeur de ce montant-là après. Donc vous demandez 170 000 €. Vous demandez une attestation d'agence de 170 000 € par exemple. Bon, faut essayer de prévoir un peu plus haut pour que le banquier se sécurise. En fait, lui, ça veut dire que si vous demandez à vous faire financer tout ça, ça veut dire que vous allez prendre un financement de 165 000 €, vous avez un crédit de 165 000 €, mais le bien, en gros, vous n'avez pas encore fait les travaux, etc. Vous l'avez acheté 100 000 €. Donc si le lendemain vous arrêtez de payer, vous êtes en défaut de paiement, etc., et ben le banquier il vous a prêté tant. Bon après les travaux ça se débloque au fur et à mesure, hein, vous ne les avez pas tout de suite. Mais voilà, concrètement le banquier, on va partir du principe qu'il vous a tout débloqué, tout prêté. Les travaux, vous les avez pas fait, je sais pas, vous avez réussi à débloquer l'argent comme ça et vous l'avez gardé pour vous. Et ben du coup, le banquier il se retrouve le bec dans l'eau, quoi. Il peut pas vous saisir plus, il va mettre le bien aux enchères, il va être vendu et puis ils vont récupérer que 80 000 € peut-être. Donc voilà, ils vont récupérer que la moitié que ce qu'il vous a prêté. Donc le banquier, il veut pas ça. Le banquier, il veut que la valorisation après votre projet soit supérieure au prêt qu'il vous octroie. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, après ça, vous allez mettre le financement souhaité. Donc vous allez dire, je veux un prêt sur telle durée, etc. Et diverses conditions. Mais la vidéo va être trop longue, donc je vais les faire dans la deuxième partie. Tac, tac, tac. Alors, il peut y avoir une stratégie que vous pouvez utiliser. Ça, c'est à vous de voir. Quand vous achetez un bien qui est déjà loué, c'est beaucoup plus facile de se faire prêter. Donc là, on réfléchit et on se dit, même si j'achète un bien qui n'est pas loué, il est possible de faire un faux bail. Voilà, dire voilà, le propriétaire actuel m'a donné le bail, tac, il m'a donné les 3 dernières quittances, tac, vous faites trois fausses quittances, vous donnez ça au banquier et vous dites c'est déjà loué. Dans ce cas, vous évitez l'attestation de valeur locative et ce sera beaucoup plus facile d'obtenir le prêt parce que c'est du concret. Il me demande un financement de temps, ça lui fait une mensualité allez, on va dire 700 € et c'est déjà loué 1000 €. Donc, moi je considère que c'est 70% qui rentre réellement pour rembourser le prêt. Donc 70% de 1000 € ça fait 700 €. Donc il a exactement ce qu'il faut pour rembourser le prêt. Donc c'est une opération magique, c'est génial. Pour le banquier, c'est du pain, comment on dit, du pain béni. Pour le banquier, c'est vraiment l'idéal. Donc ça peut être une des options. Après voilà, à bon entendeur, vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être une stratégie. Voilà, donc là on arrive, donc juste précision, donc l'attestation de loyer possible, idéalement 1 voire 2, et c'est compliqué de trouver une deuxième agence pour le faire. L'attestation de valeur après travaux, ça peut être fait par un agent, et il y a des experts immobiliers qui le font. Ça c'est, idéalement c'est ça, mais ça a un coût forcément, donc après à vous de voir si vous êtes prêt, selon l'ampleur du projet, ça peut être intéressant. Allez, je vous retrouve pour la suite sur la demande de financement.
À tout de suite.